Tour de table, Erika Walter, RCF Charente. Une émission spéciale aujourd'hui depuis l'espace Franquin à Angoulême à l'occasion du Salon du Livre d'Angoulême qui s'ouvre véritablement ce soir. Mais l'événement est déjà quand même lancé. Au programme du Salon Angoulême se livrent des auteurs bien sûr, le public et puis des échanges, des rencontres sous différentes formes pour valoriser tout le partage possible autour de l'écriture et des livres. Avec nous dans cette première partie d'émission, Pascal Dulondel qui est le directeur de la librairie Cosmopolite et puis Delphine Desmet qui est responsable du département librairie justement aussi à la librairie Cosmopolite. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors cette lecture rencontre hier soir avec Grand Corps Malade et Ben Mazué, c'était une sorte d'introduction, de préambule pour ce salon Angoulême se livre. Est-ce qu'on peut dire, Pascal Dulondel, que ça a été une réussite ? Au-delà de nos espérances. Alors déjà, j'étais un fan invétéré dès le départ. Et évidemment, quand on a eu cette opportunité de recevoir en plus Ben Mazué, plus Grand Corps Malade, c'était effectivement un cadeau énorme. Et pour démarrer un salon du livre, je vous assure, on ne peut pas mieux faire. Alors c'est ça, parce que c'était donc une configuration assez particulière. Là, on était dans une lecture-rencontre avec deux chanteurs posés sur scène, véritablement, et qui lisaient donc des échanges qu'ils avaient eus entre eux sur 15 ou 16 mois donc, de lettres, entre guillemets, qu'ils avaient partagées. Et donc là, c'était une sélection par rapport à ces échanges. On était dans quelque chose de savoureux, véritablement, plein d'émotions, sensible, drôle aussi parce que ils ont ce recul-là, aussi cette possibilité-là, tous les deux, Grand Corps Malade et Ben Mazué. Oui, puis on a vraiment fait une remarque énorme, c'est que leur passion, c'est d'écrire. Et on n'imaginait pas que des amis comme ça puissent se dire on va s'écrire toutes les semaines. Alors, je crois que Fabien a été un petit peu moins régulier que Ben, mais en tous les cas, il y a eu des vrais échanges et ils nous ont expliqué que quelquefois même, ils se voyaient dans la semaine, mais ça changeait en rien le fait de s'écrire pour parler d'autres choses. Et vous avez raison, Erika, on retrouve des choses intimistes, quelquefois ils parlent de leurs idoles, c'est vraiment incroyable et c'est vraiment 53 pépites à lire, effectivement. Et c'était déjà une mise en valeur d'écriture, de deux écritures, là en l'occurrence, parce que c'est ça aussi que recherche du coup ce salon Angoulême se livre, c'est la mise en valeur des possibilités d'écriture, de l'incarnation, de l'engagement que mettent les auteurs à travers leurs écritures. Oui, et puis évidemment, ce sont deux cas particuliers, mais j'ai envie de vous dire que les 115, 120 auteurs qu'on va recevoir sont tous particuliers. Et on fera tout à l'heure sûrement un petit peu la liste, mais c'est vrai que... Pas la liste des 115. Mais c'est vrai qu'entre un mentaliste et puis un sportif ou un musicien, ce sont des mondes tellement différents, mais qu'on arrive à rassembler grâce au livre. Mais en tout cas, déjà hier soir, donc cette soirée, cette lecture-rencontre, elle est à l'image donc effectivement de ce que veut porter le salon Angoulême se livre tout au long de ce week-end, comme il l'a déjà fait par les années passées. C'est-à-dire qu'il y a un esprit que vous souhaitez partager, développer. Et donc, cette dimension du partage qui est souvent individuelle, quand on est en train de lire un livre, ça devient véritablement collectif. C'était le cas hier soir et c'est la volonté tout ce week-end. C'est un partage vraiment large, ensemble, autour du livre, autour des écritures. Mais, tout simplement, on avait le droit, entre guillemets, à 3 questions hier. Et en fin de compte, Grand Corps Malade et Ben on souhaitait que le public pose plus de questions de prévues. Donc ça veut dire qu'ils ont vraiment apprécié cet échange et que ce soit dans une salle où il y avait presque 700 personnes ou dans un accueil comme ça d'une petite conférence ou une causerie, j'aime bien ce mot causerie pour discuter, même s'il n'y a que 25 personnes, il y aura le même intérêt quelque part d'échange. Et je me souviens qu'il y a 3 ans, les auteurs disaient « mais qu'est-ce qu'on est content que les gens nous ont demandé, on n'est pas connus pour certains ». Et les gens nous ont demandé, mais de quoi il parle votre livre ? Racontez-nous votre histoire. Ils étaient bluffés, les auteurs. Donc, quelque part, on veut garder, effectivement, c'est vraiment la marque de fabrique de notre salon. C'est d'abord une proximité avec les gens. Ce ne sera jamais une grande foire du livre. D'abord, on n'aurait pas l'espace pour le faire. Mais en plus, notre volonté est vraiment de faire un salon très humain. Oui. Mais alors, comment ça se travaille, ça, Pascal Dulondel ? C'est aussi un travail tout au long de l'année à travers la librairie qui vient s'incarner différemment, se concentrer là aussi avec ce salon ?
Oh, c'est quasiment un an de travail. Avec Delphine, on prend notre bâton de pèlerin et puis on va se promener. Alors, on va se promener surtout à Paris, évidemment, pour voir. On fait l'assaut des maisons d'édition. Toujours très bien reçu, donc ça prouve au moins qu'on est crédible. Ça, c'est important aussi pour nous. Et puis de se dire qu'on fait toutes les rencontres littéraires, enfin, on fait plein de salons. C'est un vrai travail parallèle à la vie de la librairie. Alors, Delphine Desmet, ce travail, effectivement, tout au long de l'année pour préparer ce salon, ça se passe comment, justement, pour percevoir, pour sentir, pour savoir aussi quels auteurs seront et sont particulièrement aussi dans cette dimension-là de volonté de proximité, d'échange à tous les niveaux, d'échange, on va dire, à taille un peu plus importante, et puis d'échange, effectivement, du lecteur directement à l'auteur qu'il est ou qu'ils sont. Alors, c'est un travail que l'on fait effectivement, voilà, qui dure quand même plusieurs mois. C'est un travail que l'on fait auprès à la fois des maisons d'édition, en participant à un maximum de rencontres, de présentations littéraires. Voilà, où on est à la recherche effectivement d'auteurs qui seraient intéressants aussi de proposer à notre public angoumoisin, parce qu'on veut quand même proposer un éventail assez large pour pouvoir effectivement euh, avoir voilà, une proposition qui convienne à tous, que tout le monde y trouve son compte. Et c'est un incroyable travail que l'on fait voilà, avec les maisons d'édition, de nos représentants jusqu'effectivement à nos passages à Paris. C'est un travail tout au long de l'année, mais c'est un travail passionnant aussi, justement. C'est Oui. une autre approche, finalement, Delphine Desmet. Tout à fait, tout à fait. C'est un petit peu aussi ce qui fait l'intérêt de notre métier de libraire, c'est de pouvoir aussi aller à la rencontre des auteurs, aller à la rencontre des maisons d'édition et pouvoir proposer à Angoulême aussi voilà, ce genre de rencontres, pouvoir mettre effectivement la culture accessible à tout le monde. Et ça, les maisons d'édition, ils sont sensibles aussi. C'est un message qu'elles entendent, qu'elles souhaitent, qu'elles attendent finalement. Oui, tout à fait, tout à fait. On a quand même un formidable écho du côté des éditeurs. Alors oui, c'est voilà, ça se fait pas comme ça, c'est pas simple. Euh, mais effectivement, on a de la chance parce qu'on est quand même plutôt bien suivi. Mais effectivement, parce que je pense qu'ils ont quand même reconnu notre travail de passionné, et c'est ça qui compte avant tout. Alors c'est ça qu'il ne faut jamais perdre, effectivement, Pascal Violondel. C'est la passion d'abord qui se ressent, qui se partage. Alors effectivement, à cette dimension de libraire, à maison d'édition, à auteur et au public, finalement, c'est une boucle et c'est un lien, effectivement, entre chaque acteur, on va dire. C'est une belle alchimie parce qu'effectivement, quand on reçoit un auteur, on fait toujours en sorte déjà de le recevoir, de l'accueillir différemment de la dernière fois. Donc c'est vrai qu'ils sont toujours surpris. Alors un jour peut-être on aura moins d'inspiration, mais jusqu'à maintenant je touche du bois, tout va bien. Et c'est vrai qu'ils sont très heureux à chaque fois de revenir à Angoulême, donc ça c'est bien. Je peux vous dire qu'il y a 20 ans à peu près, Angoulême n'existait pas dans le monde de la littérature. Il y avait Paris et Bordeaux. Voilà, Mola pour le sud-ouest, c'était tout. Il faut du temps, comme dit Delphine, il faut du temps, il faut du relationnel. Enfin, c'est un petit peu comme tout sentiment. Mais à partir du moment où on a gagné la confiance de l'éditeur et puis de l'auteur aussi, hein, parce que souvent quand un petit peu, ça c'est entre nous ce que je vais dire, mais si ça coince un petit peu avec la maison d'édition, eh ben, on va taper à la porte de l'auteur, parce qu'on les connaît, hein, quasiment toutes et tous. Et là, évidemment, ça fait sauter un petit peu les barrages, et puis comme ça, on y arrive un petit peu plus vite. Mais bon, l'idée, c'est que quand même, on soit très opportuniste aussi sur les sorties. Dès l'instant, alors on a le bonheur, c'est notre métier, donc on sait un petit peu quand même à l'avance qu'est-ce qui va sortir. Je pense que dès le mois d'avril, fin avril, début mai, on a déjà la grosse tendance pour la rentrée littéraire. Donc déjà, ça nous permet de faire nos courses, quoi. On fait nos commissions. On se dit, oh, ce serait formidable si on avait cet auteur-là, parce qu'il sort un livre intéressant et puis on ne l'a jamais reçu, etc. Et ça aussi, ça rentre un petit peu dans le casting. C'est qu'on essaie toujours, alors il y a des indémodables, on est toujours très content de recevoir certains auteurs. Il y a des fidèles, mais il y a aussi l'idée, et ça c'est notre volonté bien sûr, de proposer à nos festivaliers des gens qu'on n'a jamais reçus. C'est aussi le but de découvrir, non seulement des livres, mais aussi des auteurs. Oui, parce que c'est ça, il faut trouver le bon équilibre entre les rencontres qui ont lieu tout au long de l'année dans la librairie, et puis en même temps d'avoir cet objectif aussi du salon en lui-même, où l'idée, c'est pas simplement de répéter, entre guillemets, les venues d'auteurs des derniers mois.
Alors c'est ça aussi où il faut que vous pensiez habilement, on va dire subtilement, les programmations de venue des auteurs, à savoir une concentration importante des dizaines et des dizaines d'auteurs sur le salon et puis quand même faire en sorte de faire vivre et de donner cette singularité aussi à la librairie, tout au long de l'année. Il faut vraiment croiser effectivement tous ces paramètres. C'est des algorithmes de fou parce que c'est dans notre tête. Et à partir de là, après, il faut le transcrire sur papier. Et entre eux, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, le choix des auteurs, de ce qu'ils racontent. Il ne faut pas que ce soit que de l'histoire ou que de la romance. Il faut vraiment que tout le monde s'y retrouve. Donc à partir de là, c'est vrai que ça complique singulièrement l'affaire. Et en même temps, il y a des véritables attentes aujourd'hui, effectivement, des Angoumoisins, des Charentais par rapport à ces rencontres qui se vivent donc toute l'année à la librairie Cosmopolite. Et puis là, ce salon, alors ce salon, évidemment, il a eu 2 années particulières, ou 2 années qui n'ont pas pu se vivre réellement en tant que tel. Mais est-ce que vous sentez l'attente? Est-ce qu'il y a une habitude, une fidélité? Et du coup, il faut aussi réussir, au-delà de convaincre les maisons d'édition et les auteurs, de convaincre toujours le public, de le surprendre encore, ça, Delphine Desmet. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on essaye voilà, d'aller chercher quand même des choses un petit peu différentes de ce qu'on a fait les années précédentes. Et il est vrai aussi que l'on a beaucoup de demandes de Charentais qui viennent nous dire: «Et pourquoi vous n'invitez pas tel ou tel auteur?» Alors on essaye de faire au maximum. Euh, Parfois ce n'est pas possible. Mais effectivement, voilà, c'est notre travail de passionner, de transmettre, de pouvoir être dans la transmission de toutes les littératures aussi. Voilà, de proposer des choses assez différentes. Et effectivement, c'est un travail un petit peu d'équilibriste de pouvoir proposer à la fois tout au long de l'année des rencontres, puisque la vie, effectivement, dans la librairie ne s'arrêtera pas au salon. On va encore proposer des choses d'ici la fin de l'année. Voilà. Mais c'est un beau travail de recherche et c'est vraiment un travail passionnant. Alors on évoquait, vous en avez parlé, Pascal Dulondel, les 115, on ne sait plus exactement combien d'auteurs viennent ce week-end, enfin vous le savez très bien évidemment. Alors on ne va pas égrener le nom de tous les auteurs, mais ce qui est intéressant, vous l'avez déjà dit, c'est cette diversité des auteurs pour faire en sorte de pouvoir véritablement rejoindre tous les publics, et véritablement c'est ça, puisque des auteurs jeunesse, des auteurs de BD, des auteurs effectivement de littérature, de romans, d'essais aussi, la volonté, c'est de trouver effectivement cette possibilité de rejoindre, de parler à tout le monde et d'avoir, comme on le disait aussi, ces rencontres possibles, vraiment, ces dimensions de temps que les auteurs puissent prendre le temps et que les lecteurs puissent du coup approcher au mieux, rencontrer au mieux et puis saisir aussi cette dimension derrière pour les auteurs de l'écriture, de comment ils approchent leurs livres. Oui, oui, c'est tout à fait ça. On a une chance inouïe dans l'espace franquin, c'est qu'on a 3 jauges différentes en fonction du nombre de personnes qui seraient intéressées par une rencontre. Donc on a la salle Buñuel, c'est 315 places. Donc ça permet effectivement d'installer des auteurs qui vont accueillir beaucoup de monde. Donc autant faire soit peu qu'on ait comme ça de la place. Je pense à Yasmina Kadra, je pense à Tatiana de René, Gilles Le Gardinier. Maintenant, il y a des auteurs, ils sont tout aussi fameux, mais qui préfèrent aussi une intimité. Donc on a la salle Buñuel, 50 places. Non, pas la salle Buñuel, la salle Méliès. Et puis le café, parce que le café, pour moi, c'est la vie. C'est pas pour rien qu'on a fait un café dans la librairie. Et là, on a le café Balzac en plein cœur de notre salon. Et on va faire des rencontres, effectivement. C'est mine de rien, c'est plus d'une vingtaine de rencontres qu'on fait sur les 2 jours. Donc c'est beaucoup pour un salon. Et l'idée, c'est ça, c'est qu'en plus de la dédicace et du moment qui est magnifique entre l'auteur et sa lectrice ou son lecteur. On est comme ça, une causerie, une rencontre. Ça va de 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes en fonction. Et là, par contre, effectivement, on peut aller chercher, grâce à des personnes compétentes et qui ont vraiment apprécié les livres, qui puissent échanger comme cela avec l'auteur. Alors, elles se déterminent comment ces rencontres, Delphine Desmet? Est-ce que c'est vous qui souhaitez donc effectivement, si possible, que tel ou tel auteur puisse faire une rencontre?
ou c'est de toute façon aussi une habitude pour certains, une envie véritablement qu'ils assument, qu'ils affirment de pouvoir vivre ce temps de rencontre et puis du coup partager différemment avec le public? Alors je pense que la plupart des auteurs qui viennent sur un salon ont cette volonté effectivement de vouloir partager ce moment d'échange avec leurs lecteurs. Ensuite, effectivement, on a dû déterminer avec Pascal un casting pour ces rencontres, en essayant là aussi de proposer quelque chose d'assez varié. Il y a des auteurs, effectivement, cela nous tenait à cœur, voilà, de pouvoir proposer des rencontres avec nos festivaliers. Et je trouve qu'on a effectivement une très belle programmation qui va de Rose à Jim Fergus, en passant effectivement par Valérie Bonneton ou Tatiana Droné, Yasmina Kadra. Enfin, on a vraiment une magnifique programmation, je trouve. Alors, est-ce qu'il y a des auteurs, puisque vous le disiez aussi, hein, l'idée c'est de faire en sorte de pouvoir avancer dans les liens avec les maisons d'édition et les auteurs. Est-ce qu'il y a des auteurs que vous avez pu faire venir cette année, que vous attendiez depuis un certain temps, ou en tout cas c'est une vraie chance de pouvoir aussi partager avec ces auteurs et puis de pouvoir permettre ce partage aussi avec le public par rapport à un ou deux auteurs en particulier, Pascal Dulondel? Mine de rien, Gilles Le Gardinier, qu'on attendait depuis longtemps, voilà, c'est quelqu'un qui vend énormément de livres, qui a une approche avec son public énormissime, dont on a hâte de voir cela. Et puis quand même, Jim Fergus, quoi, quand on nous a dit peut-être qu'il y aurait une chance éventuellement d'accueillir, mais j'ai dit mais oui, mais bien sûr tout de suite, il faut enlever le mot peut-être. Et donc on a réalisé, à chaque fois, on avait l'impression de gagner un match, quoi, avec Delphine, quand on nous disait oui, du peut-être, ça va être possible, et oui, c'est bon, c'est signé. À chaque fois, c'est une victoire pour nous. Oui. Un mot, Delphine Desmet, effectivement, sur la venue de Jim Fergus et ce qu'il représente. On avait des étoiles plein les yeux quand on nous a dit peut-être éventuellement. Et on a croisé les doigts jusqu'au bout. Et effectivement, très très tôt, on nous a confirmé sa présence. Et c'est là où effectivement, on se rend compte qu'on a quand même une confiance énorme du côté des éditeurs et des attachés de presse que l'on remercie. Mais effectivement, Jim Fergus, je trépigne d'impatience d'assister à la rencontre qui va avoir lieu demain. Et déjà en médiathèque à Ruel cet après-midi. Et donc c'est la possibilité d'élargir aussi autour de ce salon, avec la venue notamment d'un auteur comme celui-là, hein, comme Jim Fergus. Pour revenir sur Gilles Le Gardinier, c'est le parrain aussi de cette édition cette année. C'est quoi les ingrédients pour faire d'un auteur un parrain? Qu'est-ce qu'il faut? Parce qu'il faut qu'il incarne, qu'il soit proche, on va dire, de l'esprit aussi finalement du salon en l'occurrence. Alors c'est quoi qui vous lie particulièrement à Gilles Le Gardinier? C'est le fait de se connaître depuis très longtemps, et évidemment, il connaît le travail que l'on fait, donc à la 11-3 à Paris, dans d'autres salons, Nancy, Brive, etc. Donc évidemment, on se pose toujours la question, ah oui, je viendrai un jour. Et puis, ce que je peux dire, c'est que ce soit pour le parrain ou pour vraiment 95% des auteurs qui viennent, c'est un choix de notre part. C'est pas de dire on prend un tel parce qu'on nous le propose. C'est vraiment une recherche de notre côté. Donc on revendique ce choix et cette motivation. Donc Gilles, il faut aussi, quand on est parrain ou président, accepter. C'est pas non plus, il n'y a pas beaucoup de missions, on va dire, autres que de parler aux gens, mais il y a quand même des discours à faire. Il y a un emploi du temps de parrain. Et bien sûr, Gilles l'a accepté volontiers, donc il va inaugurer demain à 11h. On va remettre les prix ensemble à 11h30, puisqu'il y a 2 prix, on est un vrai salon. Donc un vrai salon, ça a des prix littéraires. Donc tout ça, Gilles va bien sûr en être le meilleur ambassadeur. Alors, on n'a pas encore parlé véritablement des auteurs locaux. En même temps, il y a des auteurs au Salon Angoulême ce livre, et donc il n'y a pas forcément des auteurs, on va dire, de renommée nationale ou qui viennent d'ailleurs, et puis des auteurs locaux. Mais c'est important de dire aussi que cette place des auteurs qui sont là, en Charente, qui sont installés en Charente, et qui ont, pour certains, effectivement, une renommée bien plus large, sont aussi présents. Et ça, c'est aussi une volonté tout au long de l'année à la librairie Cosmopolite, mais c'est aussi ce que vous défendez sur ce salon
salon, Delphine Desmet. Tout à fait, tout à fait. Nous allons recevoir notamment Jean-Michel Audoil, que l'on suit depuis ses débuts, mais aussi Julie Nakache, Cécile Valade, Hélène Chambaud, Didier Guillot, Marilyn Martin, voilà, des auteurs qui ont tout à fait leur place pendant notre salon et qui ont publié cette année des ouvrages qui nous semblaient intéressants de proposer à notre public. Donc c'est ça, c'est juger la qualité comme pour l'ensemble des auteurs et cette diversité aussi qui doit être représentée, notamment aussi par des auteurs charentais. Tout à fait, et notamment mettre en lumière la Charente, comme le font Jacques Baudet et Renaud Joubert. Alors, on va nous poursuivre cette émission. Alors, normalement, on va retrouver Timothée de Fombelle qui est là et qui partage avec des collégiens aujourd'hui. On va le retrouver dans un instant pour la suite de cette émission. Merci beaucoup à tous les deux. Donc, Delphine Desmet, responsable du département librairie à Cosmopolite, et puis à vous, Pascal Duvondel, directeur de la librairie Cosmopolite, pour ce salon Angoulême ce livre qui s'ouvre officiellement ce soir véritablement. Oui, tout à fait. Avec Hugo Clément. Hugo Clément, à l'Espace Franquin. Il reste des places, je pense. On peut encore se débrouiller. 19h, c'est ça le rendez-vous? Tout à fait. Et puis bien sûr, tout ce week-end, donc à l'Espace Franquin, avec ces dizaines et dizaines d'auteurs qui seront présents. Merci Erika. Merci à vous. Tour de table, Erika Valter. Alors, nous sommes toujours en direct de l'Espace Franquin à Angoulême, où se déroule donc le salon Angoulême se livre tout ce week-end. L'événement s'ouvre officiellement ce soir. N'empêche que certains collégiens bénéficient de rencontres avec des auteurs déjà aujourd'hui. Et notamment, plusieurs centaines d'élèves partagent une rencontre avec vous, Timothée de Fombelle. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes, vous, écrivain, alors surtout quand même de romans de littérature jeunesse. Et donc, vous sortez d'une première rencontre là avec des collégiens charentais. Comment vous en sortez justement de cette rencontre ? J'en sors, mais vraiment à la seconde, et mais gonflé d'énergie, et parce que on peut dire les enfants ne lisent plus, les adolescents ont d'autres préoccupations que la littérature ou les histoires, et qu'en fait là j'en avais 200 ou 300 devant moi qui étaient vraiment à fond, et ça c'est assez extraordinaire de voilà. Ils avaient travaillé sur un de mes livres qui s'appelle Alma, surtout, qui est dans une sélection pour un prix à Cognac prochainement. Et donc, tout de suite, on est en terrain connu parce qu'il y a quelque chose... À partir du moment où on a un livre en commun, moi du côté de l'écriture et eux du côté de la lecture, on est à égalité un peu. Et donc, c'est un dialogue. Très vite, j'ai rapidement raconté ma vie, mais très vite, j'ai été vers leurs questions. Et là, on aurait pu y passer 10 heures. Mais c'est ça qui vous intéresse de toute façon avant tout, là, cette rencontre directe, sans filtre aussi peut-être avec les plus jeunes? Oui, alors je ne vais pas cracher sur les journalistes parce que je trouve leurs questions toujours passionnantes, pertinentes. Mais c'est vrai que quand entendre tout à l'heure un jeune garçon me dire qu'est-ce que vous diriez au Timothée, c'est-à-dire au petit moi, là, à moi, je m'appelle Timothée, que vous étiez à 13 ans, je sentais qu'il me demandait en fait de m'adresser à lui et de lui dire, de lui faire une recommandation, de lui faire et donc pouvoir parler comme ça en direct. C'est ce qu'on fait dans les romans. Hein. Les romans, on peut croire qu'on fait le détour de l'imaginaire, mais on s'adresse d'abord aux jeunes lecteurs ou aux vieux lecteurs d'ailleurs, parce que la moitié des lecteurs sont plus vieux du 21e siècle. Alors, vous dites c'est effectivement une parole directe adressée effectivement aux lecteurs. Malgré tout, il y a des lecteurs. Ouais. Et donc là, c'est une possibilité aussi de sentir et ressentir ce que perçoivent vraiment les lecteurs, comment ils se l'approprient. Et en l'occurrence, là, ces jeunes lecteurs. C'est vrai, oui, c'est vrai, mais c'est vraiment dans ces deux sens-là. Vous avez vraiment raison. Il y a quelque chose j'ai dit mes recommandations aux lecteurs, mais à vrai dire, ils m'en font plein en partageant ce qui les touche dans mes livres, en partageant. Je grandis et je me remettrai au boulot demain soir ou ce soir dans le train avec un peu changé, une jeune fille m'a demandé d'où vient l'inspiration, et l'inspiration, elle vient de tout ça, justement. Un moment passé avec des jeunes lecteurs dans l'espace franquin à Angoulême,
va nourrir ce que j'écrirai la semaine prochaine. Et c'est une forme de compost, la création, dans lequel on met tout ce qu'on est, tout ce qu'on traverse. Et je leur disais même tout à l'heure que les épreuves de ma vie, et ça j'ai vu quelques yeux qui brillaient dans l'obscurité de la salle, les épreuves de la vie, même voilà, là, j'ai perdu mon père très jeune, ça a décidé de ce que j'écris. Et que même, c'est ça qui est quelque chose de paradoxal, parce que c'est un drame, évidemment, et seulement un drame, mais malgré tout, on est nourri de tout ce qu'on traverse. Alors nourri effectivement donc avec ces sources d'inspiration d'une vie qui avance en permanence, bien sûr. Est-ce que votre écriture aussi, elle évolue? Est-ce qu'il y a une base, bien sûr, maintenant qui est là, bien à vous, Timothée de Fontbelle, mais est-ce qu'elle évolue aussi en permanence, malgré tout, cette écriture? Oui, je crois elle évolue. Et j'ai longtemps cru que ça allait être de plus en plus facile, parce que le métier venant, petit à petit, une sorte de savoir-faire, quelque chose. Et en fait, c'est pas si simple, parce que tout ce qu'on gagne en confiance, par le fait d'avoir des lecteurs qui nous donneront le crédit d'un livre de plus, vraiment, en se disant, je vais aller voir quand même ce que c'est, même si je ne suis pas passionné par le sujet a priori de son nouveau livre. Je vais aller voir parce qu'il ne m'a pas déçu. C'est ce pacte-là qui est avec les lecteurs. Donc ça pourrait faire que, bon, et en fait non, justement, cette confiance, elle est une pression, et j'ai une fille de 17 ans, et elle m'a dit récemment, elle a tardé à lire mes livres parce que je suis son père, et elle lisait tous les copains qui écrivent, sauf moi, et puis elle a tout rattrapé, et elle trouvait que, par exemple, dans mon premier roman, Toby Loness, moi qui suis un peu critique par rapport à des choses dans l'écriture de ce roman, elle me disait, mais non, 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 non. Il y a plein de choses que tu as perdues de ce temps-là. Alors, je sais qu'elle sait qu'il y en a beaucoup que j'ai gagné et qu'il y a une sorte d'exigence qui est x10, mais il y a aussi quelque chose justement d'un peu moins maîtrisé qui est aussi une force. Donc elle évolue, mais à chaque moment, je trouve qu'il y a chaque moment, il y a une forme de richesse d'un livre qui provoque le suivant par les manques de ce livre. Donc, oui, je change. Et puis, elle évolue parce que cette littérature jeunesse, là, parce qu'il y a quand même, même si je m'adresse à tout le monde, il y a quand même écrit Gallimard Jeunesse sur la plupart de mes livres. Et cette littérature jeunesse, elle permet des expérimentations très variées. J'ai un petit livre là, qui sort dans quelques jours qui s'appelle « 101 façons de lire tout le temps » et qui est un livre autour des positions de l'enfant qui lit. Ça fait des années que je collectionne ces positions. J'en ai listé 101, mais j'en avais 250. C'est l'enfant qui lit dans la rue, je l'ai appelé le somnambule. L'absente, c'est cette jeune lectrice que j'ai vue un jour à moitié endormie sur son livre, et pourtant on avait l'impression qu'elle était plus que jamais dans ce livre. Et voilà, je les ai nommés, j'avais trouvé ces 101 façons. Et ça, pouvoir, au milieu d'une saga de 3 volumes, donc Alma, que je suis en train d'écrire, pouvoir me poser, faire ce petit livre très illustré avec Benjamin Chaud, qui est l'illustrateur de ce prochain livre, c'est ça qui fait aussi remettre en question et changer de type d'écriture. Est-ce qu'il y a une liberté plus grande finalement en littérature jeunesse? Là, c'est ce que vous avez l'air de souligner dans les formats, dans la forme. On peut se permettre finalement beaucoup plus que quand on est dans la littérature adulte, dite adulte. Oui, c'est vrai que je suis, je reste dans ce monde-là parce que j'ai écrit un peu mon premier roman de Toby. C'était pas certain. D'ailleurs, je l'ai envoyé des deux côtés, de côté Gallimard adulte et côté Gallimard jeunesse. Et puis, il se trouve que c'est Gallimard jeunesse qui s'est réveillé le premier. Et ça aurait pu être les deux. Et là, j'ai découvert ces jeunes lecteurs qui, en fait, étaient des reflets de ce que j'ai été, un jeune lecteur vraiment passionné. Et je me suis dit qu'il n'y a pas meilleur que ces lecteurs-là. Il n'y a pas ces lecteurs qui vont être changés par ce qu'ils lisent. C'est des lecteurs que je vais accompagner dans ce moment, mais qui va décider un peu de leur vie. Donc, c'est une responsabilité extraordinaire. Mais
je pense aussi que mon côté bricoleur, j'aime la menuiserie, j'aime à apprécier dans le livre jeunesse cette diversité dont vous parlez, cette variété. J'ai fait un livre-disque Georgia avec plein de chanteurs et des musiciens, des compositeurs, des compétences que je n'ai pas du tout, et quel plaisir de pouvoir être éclaboussé du talent des autres dans des domaines. J'ai fait un tout petit peu de musique, mais à peine, ou le dessin, travailler avec des illustrateurs. François Place pour Alma, pour Toby, une collaboration de 15 ans extraordinaire, ou Benjamin Chaud dans ce prochain livre, là, 101 façons de lire tout le temps. Et ça, c'est vrai que cette variété, j'adore ça. Même si finalement, quand je regarde mon parcours, ce qui structure un peu, c'est Toby, Van Gogh, Alma, qui sont ces grandes sagas en plusieurs volumes qui occupent des années de ma vie de travail. Mais justement, le reste renouvelle aussi finalement et l'écriture et redonne du souffle parfois. Il y a besoin quand on est dans des sagas d'aventure, effectivement, sur plusieurs années. Oui, c'est une respiration et ah oui, c'est vraiment. Et puis aussi que d'autres bossent un peu pour nous, c'est-à-dire il y a une solitude quand même dans l'écriture du roman qui fait que quand d'autres s'emparent de nos histoires et commencent à dessiner, il y a quelque chose, se dire quelque chose qui se fait sans nous, alors que je peux compter que sur moi dans l'écriture, dans le roman. C'est des tunnels de plusieurs mois et plusieurs années. Donc c'est ça, et là, je suis en train d'écrire Alma 3 et il y a ce 101 façons là qui va apparaître et se dire et avoir ces différences comme ça. Oui, c'est de l'ordre de la respiration. Et je pense aussi, parce qu'on est à Angoulême là et qu'à Angoulême, il y a un studio qui travaille sur l'adaptation de Toby Loveless en animation, hein, une grande série animée qui sera finie en 2023. Et ça aussi, c'est vrai qu'en me réveillant le matin, quand j'ai des doutes et tout ça, je me dis que au moins là-bas, il y a des gens qui se sont emparés de ma création et qui en font leur propre création. Tous ces dessinateurs, ces créateurs qui sont en train de créer cette série. Alors Timothée de Fontbelle, là, vous dites effectivement, vous êtes sur le 3e tome d'Alma, hein, puisqu'on est là sur un triptyque, donc véritablement sur cette dimension de l'esclavage et puis du combat de l'abolition. Mais alors ça veut dire que dès le départ, ça oblige en quelque sorte quand on se dit je pars pour 3 tomes. Est-ce que ça finalement, est-ce qu'on se l'impose un peu et parce que vous savez que vous avez la matière à développer sur 3 tomes, ou c'est aussi vous lancer parce que vous aimez ça, effectivement, ces sagas, et vous savez qu'il y a cette matière à développer sur 3 tomes, mais au départ, finalement, vous vous lancez dans un premier tome, puis un deuxième, puis un troisième. Alors, je fais le projet de 3 volumes, mais je suis exactement, comme vous le dites, avec ces 2 dimensions-là. Une partie du projet vraiment un peu raisonnable, qui est de se dire, voilà, il y a assez dans cette tragédie, ce crime contre l'humanité qui a été l'esclavage pendant des siècles. C'est la moindre des choses d'y consacrer 1500 pages d'aventure sur trois volumes d'aventure et de mémoire, j'espère. Il y a ça. Et puis, il y a une part de défi. Moi, j'écris plutôt en 2 volumes. Toby, Van Gogh, c'est 2 volumes à chaque fois. Il y a une part de déstabiliser quelque chose, de bouger les règles du jeu pour aller creuser un peu plus profond. Et puis, une sorte de défi qu'on se fait à soi-même, de ne pas être raisonnable. C'est-à-dire que, heureusement, que quand voilà, c'est le moyen d'aller plus loin que ce que... Là où je me souviens, ça paraît un peu vraiment très anecdotique, mais j'avais vu une vidéo une petite vidéo comme ça sur comment faire ses abdominaux. Alors ça paraît, ne croyez pas. Je vais vous expliquer. Alors, pourtant, j'ai un ventre parfaitement plat. Un corps de rêve. Mais justement, un corps de rêve, c'est peut-être lié à ça. Je regardais ça. D'ailleurs, voilà. Et je me souviens que la coach là, qui faisait cette vidéo disait quand ça fait mal, continuez 10 fois. Et en fait, c'est au moment où ça fait un peu mal, c'est-à-dire effectivement, par exemple, un 3e volume quand on a fait 2, c'est là qu'il y a quelque chose où on va chercher dans les réserves, où on va chercher dans les profondeurs, où on se dépasse un peu, et il y a alors vous voyez, je retombe sur mes pieds. Il y a un côté je pense, alors c'est pas très marrant à dire, en particulier à des jeunes lecteurs quand je les rencontre, mais
le boulot, l'effort permet d'aller un peu plus loin, de dépasser un peu. Et c'est là qu'on sort du lot, en fait. C'est là qu'on peut apporter quelque chose aux autres. C'est avec, alors je dis pas c'est pas écrire dans la souffrance, c'est pas écrire, mais quand même, voilà, aller un peu plus loin que ce qu'on ferait si on faisait juste le nécessaire. Donc repousser ses limites, hein. Oui, repousser, ouais, voilà, repousser ses limites. Et je me souviens quand je dis à mon éditeur, ce sera une trilogie. Et là, c'est trop tard. Ça y est, je l'ai dit. Et je peux plus aller en arrière. Et pourtant, si je pouvais à des moments, je le ferais. Même si là, quel bonheur d'être avec mes personnages à nouveau, alors que j'ai tous ces jeunes lecteurs qui sont déjà avec elle, Alma, et moi, je suis encore avec elle pour quelques mois. Et ça va être un arrachement de les quitter, ces personnages. Alors, vous êtes effectivement satisfait. Là encore, là, vous en avez la preuve avec ces collégiens donc, qui ont travaillé Ouais. sur ces livres, ces Ouais. 2 volumes pour l'instant d'Alma. La façon dont ils se sont appropriés cette histoire, ce que vous vouliez transmettre, les personnages, est-ce que ça, il y a une satisfaction ou peu importe, encore une fois, après, ça appartient à chacun aussi? Je suis plutôt à me soucier du lecteur. C'est vrai que la littérature il peut y avoir, l'auteur peut justement se targuer d'écrire, et je pose ça sur la table, et qui même me suivent, et peu importe, et l'important c'est que je l'ai mis là, et tant pis si je suis tout seul. Moi, c'est vrai que je veux embarquer mon lecteur avec moi, et ça compte pour moi parce que c'est un rendez-vous, c'est pas pour vendre du papier, hein, c'est parce que je veux pas être tout seul avec ce que je raconte. Et donc je le confie à ses lecteurs. Et bon, c'est ce qui est extraordinaire, c'est justement cette diversité des manières de le prendre. Enfin, je peux voir un lecteur qui va prendre la couche saga, qui va simplement voir, ça pourrait se passer avec des mouvements de population entre la planète Mars et je ne sais quelle autre planète. Ils sont mais malgré tout, de manière profonde, il y a quelque chose de la grande histoire qui passe. D'autres qui sont là pour justement la mémoire, le témoignage, pour comprendre ce qui s'est passé. Et puis d'autres encore qui commencent parce qu'il faut le lire. Ou parce qu'il faut, par exemple, justement, beaucoup, elle a participé à un prix, ils doivent décerner un prix, et donc ils veulent, pour comparer, il faut avoir lu, c'est plus avoir lu que lire, et puis finalement ils se laissent prendre, et puis là ils viennent me voir tout à l'heure pour me demander de signer le 2e livre, alors qu'ils avaient que le premier à lire, comme on dit. Et ça, c'est très 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 touchant, et c'est peut-être la seule responsabilité qu'on a, auteur pour la jeunesse, c'est de ne pas dégoûter de la lecture. C'est vraiment peut-être, tant pis si c'est pas moi qui convertirais à la lecture tel lecteur, et j'ai plein de copains auteurs et puis beaucoup qui sont disparus, qui depuis des siècles écrivent des choses qui vont fabriquer des lecteurs, mais c'est pas grave. L'important au moins, c'est primum non nocere, comme on dit en médecine, d'abord ne pas nuire. Oui, en tout cas, vous les aurez accompagnés ou ils vous auront accompagnés sur un bout de chemin de lecteur ou en tout cas de leur vie, tout simplement. Oui, et dans ces moments tellement décisifs, c'est ça qui fait que je reste dans ce monde-là. J'ai fait un petit livre là, que je vois sur la table, à Neverland, qui est un petit livre pour les adultes, mais sinon les autres sont aussi pour les adultes. Vraiment, beaucoup de lecteurs adultes trouvent d'ailleurs dans cette littérature un peu ample, assez généreuse dans tout ce que ça charrie, des choses qui leur manquent dans une littérature vieillesse, comme on dit, chez les auteurs jeunesse. Donc ça, je pense qu'il y a quelque chose de ça, mais il y a surtout l'envie de se dire que moi j'ai des lecteurs aujourd'hui, libraires, bibliothécaires, qui viennent me voir en me disant: ah, vous avez un peu changé des petites choses dans mon parcours, et peut-être si je suis libraire, c'est pas vos livres n'y sont pas pour rien. Ça, c'est extraordinaire.
Juste un mot sur effectivement l'écriture dite pour roman adulte. Là, vous Ouais, parlez ouais. effectivement de Neverland, par exemple. Ça veut dire que vous vous êtes mis quand même dans un positionnement un peu différent pour l'écriture. Ça change les choses. C'est assez mystérieux, en effet. C'est intéressant. Je ne sais pas exactement ce qui change. Alors là, il y avait le sujet. D'ailleurs, Neverland, c'est né d'une éditrice qui est venue me dire, mais il y a pas... Tu arrêtes pas de dire, mais pour l'instant, toutes tes histoires, tu peux les raconter aussi pour les jeunes lecteurs. Donc c'est pour ça que tu n'écris pas de romans adultes. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un angle mort, quelque chose que tu voudrais pas raconter pour les plus jeunes, mais que tu voudrais raconter? Et je lui ai répondu, et ça l'a surprise, je lui ai répondu, c'est peut-être l'enfance. Enfin, parler frontalement de l'enfance, parce qu'on va pas parler aux enfants de l'enfance en décortiquant ce qu'est l'enfance. Donc voilà, je crois que c'est le sujet là qui m'a fait écrire ce livre. Merci beaucoup à vous, Timothée de Fontbelle, d'avoir pris le temps, après cette première rencontre, cette première matinée de rencontre avec des collégiens de Charente, eh bien de ce temps d'interview avant de vous relancer cet après-midi avec d'autres collégiens. Merci beaucoup à vous. Je rappelle que vous êtes invité dans le cadre du Salon Angoulême ce livre. Vous ne serez pas là ce week-end, mais beaucoup d'autres auteurs seront présents aussi pour échanger. Merci beaucoup à vous. Merci.